On va accueillir nos invités ici en plateau. Niagale Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Antoine Basbou, politologue associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également présent à nos côtés, Jean-Marie Hett, enseignant-chercheur en sciences politiques, expert international auprès d'organisations publiques, auteur également du Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir, à apparaître très prochainement aux éditions Favre. Bonjour. Avec nous également ce matin, Jannick Halimi, qui nous accompagne, éditorialiste politique France Info. Enfin, on a deux invités également avec nous en visioconférence. Abdellah Tourabi, journaliste chroniqueur politique au magazine Tel Quel. Et puis Samia Soultani, vigneron, vice-présidente de la région Pays de la Loire, franco-marocaine. Bonjour à tous. Alors, depuis qu'Emmanuel Macron soutient le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, les relations sont plutôt au beau fixe, et ce, malgré les tensions passées. On fait table rase du passé, justement, pour repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qui est en train de se passer ce matin. Antoine Basbou. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 3 années de glaciation des relations entre les deux pays, entre les deux chefs de l'État, il faut le souligner. Et puis le réchauffement a été fort, très fort, au point que de voir le roi avec une canne venir avec toute la famille royale accueillir le président Macron au pied de la passerelle à l'aéroport. Donc la chaleur est de retour et le Maroc a voulu marquer ce retour en grâce dans des relations bilatérales et il l'a marqué très fort jusque-là. Beaucoup de chaleur, effectivement, et même dans un communiqué hier, le cabinet du roi salue, je cite, une nouvelle ère de relations fortes entre le Maroc et la France dans le cadre d'un partenariat d'exception renouvelé, une impulsion décisive des relations multidimensionnelles d'excellence entre les deux pays, des termes tout à fait dithyrambiques. Ça vous fait sourire, Jannick Halimi ? Non, mais je ne me permettrai pas, mais c'est vrai que ce sont des superlatifs qui tranchent avec ce qui s'était passé les années précédentes, effectivement. C'est en tout cas le signe d'un véritable tournant entre les deux pays. Jean-Marie Hett. Alors, un tournant entre les deux pays, je pense une évolution dans le bon sens, je dirais plutôt. Il est vrai que, comme vous disiez, les superlatifs sont bien agréables à entendre. Maintenant, on verra la réalisation concrète. Mais je crois qu'ils étaient très fortement attendus, aussi bien par les autorités, Sa Majesté en tête, que par la population. Et c'est la suite, notamment la déclaration que l'on attendra tout à l'heure, où on verra jusqu'où la France est prête à aller, au-delà de l'écrit du mois de juillet de cet été, où effectivement, on a senti que les choses évoluaient dans le bon sens, dirions-nous. Niagale Bagayoko, les choses évoluent dans le bon sens, selon vous aussi ? Pour moi, il faudra attendre de voir ce qui va être dit par Emmanuel Macron dans quelques minutes. Pour moi, ça ne sera là encore qu'une étape, parce que faire table rase du passé, c'est toujours difficile, quand il y a eu autant de désaccords, de malentendus, de conflits larvés, quand même. Ce qu'il faut beaucoup de désaccords, notamment sur la question migratoire. Mais pas que sur la... Bien sûr, c'est un point majeur. Il y a eu l'affaire Pegasus aussi, qui avait provoqué l'ire d'Emmanuel Macron. Il y a eu, bien entendu, cette question qui est absolument fondamentale aux yeux du Maroc, du Sahara occidental, puisque désormais la diplomatie du royaume chérifien décide de considérer que ce qu'on appelle les provinces du Sud doivent être placées au cœur de l'agenda diplomatique du pays. Il y a eu, on s'en souvient aussi, la fin de non-recevoir opposée par le souverain lui-même à l'apport d'une aide française au moment du tremblement de terre, qui était quand même un camouflet. Donc pour moi, la question est de savoir si la France a conscience que c'est en réalité le Maroc qui aujourd'hui mène la danse, beaucoup plus que les autorités françaises. Jean-Marie Hett, vous êtes d'accord, c'est le Maroc qui mène la danse ? Oui, alors, qui mène la danse, qui essaye de faire en sorte d'ouvrir la porte plus grande à la France, pour que la France révise sa position en tant que telle. Vous faites bien de rappeler les faits qui ont entravé ces relations pendant ces 3 années, mais néanmoins, alors, en voulant être optimiste, dans les 22 accords qui ont été signés hier soir, il y a au moins 2 accords où on stipule très clairement, y compris les provinces du Sud. Donc ce n'est pas anodin de le faire figurer dans ces 2 accords-là, et ce n'est pas anodin de le mettre en tant que province du
du Sud, parce que ça rappelle un rattachement. Donc cet élément est important dans ces discussions et l'optimisme est quand même présent pour ma part. Mais effectivement, nous allons voir l'évolution. C'est aussi quelque part stratégique de la part d'Emmanuel Macron de choisir son camp. On connaît les désaccords à propos du Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie. Il a choisi le Maroc. Pourquoi ce choix ? Il vient de choisir le Maroc. Il l'a tergiversé pendant longtemps. Et c'est ce qui a contribué à envenimer les relations avec les deux États, finalement. Je pense que c'est stratégique dans la mesure où cela résulte aussi d'un isolement de l'Algérie sur la scène régionale. L'Algérie fait, il faut le savoir, partie, tout comme la France d'ailleurs, des grands perdants de la crise sahélienne. Aujourd'hui, elle entretient des relations absolument épouvantables avec le Mali, dans une moindre mesure avec le Niger, et le Maroc a décidé d'ouvrir une perspective à ces pays sahéliens en leur proposant une ouverture, un désenclavement sur l'Atlantique qui s'inscrit lui-même dans un projet beaucoup plus large qui s'appelle le corridor euro-atlantique, qui implique la France, le Portugal, l'Espagne et 23 pays du littoral africain, qui est lié aussi aux contrats qui sont en train d'être négociés, et c'est quelque chose d'absolument majeur. Beaucoup Donc de oui, contrats. l'Algérie... Oui, mais les contrats, à mon avis, c'est la crème qui cache... La partie émergée de La l'iceberg. partie émergée de l'iceberg, qui cache tous les enjeux politiques dont je vous parle à l'instant. Et la question de l'isolement algérien aujourd'hui, non pas uniquement vis-à-vis de la France, non pas uniquement vis-à-vis du Maroc, mais plus largement vis-à-vis de ses autres voisins subsahariens, joue beaucoup, je pense, dans le choix de rapprochement de la diplomatie française. Antoine Bazou. Je crois que dans la glaciation des 3 dernières années, la page est tournée des deux côtés. Et là, nous assistons à un vrai réchauffement des relations. La politique de en même temps Algérie et Maroc n'a pas marché. L'Algérie, il n'y a pas un président qui délivre parce que le pouvoir n'est pas à la présidence, il est ailleurs. Et ce président, quand il s'engage, il n'arrive pas à livrer. Et donc, de ce fait, le Maroc ayant des relations dans la durée, très bonnes relations avec la France, les sociétés des deux pays sont en harmonie. Les Français passent énormément de vacances au Maroc. Bref, eh bien, c'était quelque chose de naturel que les relations se réchauffent et c'est dans l'intérêt des deux parties. Et vous découvrez justement en direct les images du Parlement marocain où le chef de l'État, Emmanuel Macron, doit s'exprimer dans quelques instants, quelques minutes. On attend son discours devant les parlementaires marocains. En attendant, on va justement poser la question à un journaliste marocain sur place, Abdellah Tourabi, qui est chroniqueur politique au magazine Tel Quel. Comment est perçue justement dans le pays, au Maroc, cette grande réconciliation, aussi cette mise en scène quelque part de ce rapprochement? Bien sûr, tout le monde se réjouit au Maroc de cette situation et de ce retour, je pourrais dire, un retour à la normale. Parce que, comme vous le savez, les relations entre le Maroc et la France sont des relations qui sont extrêmement anciennes. Donc, on a vu hier, c'était un accueil à la mesure de ses attentes. Donc, un accueil évidemment royal. On a vu le roi se déplacer lui-même pour accueillir le président Macron à l'aéroport. Mais aussi, on l'a vu, les images sont très, très importantes et les symboles sont très, très forts aussi. On l'a vu, ces images du président Macron, du roi, mais aussi entouré de leur famille. On a vu le prince héritier, le frère du roi, sa fille, ses sœurs qui étaient également ici. Donc, c'est des images qui sont extrêmement rares, c'est-à-dire qui sont réservées aux hôtes augustes du pays. Donc, on est dans un retour à une situation plus ou moins normale. Et je pense aussi que le communiqué hier, le communiqué du cabinet royal a été très, très important. Ça répond à des interrogations, à des remarques qui ont été soulevées sur votre plateau. Et il y a des mots qui ont été utilisés qui sont assez symptomatiques de ce qu'on veut. Le Maroc souhaite de cette relation. Et ce que la France aussi souhaite de cette relation. On lit des choses comme la non-ingérence dans les affaires intérieures, le choix de la politique étrangère, la relation d'État-État, l'égalité souveraine, c'est-à-dire, et ça c'est un élément qui est très très important, c'est extrêmement demandé au Maroc, pas seulement par les élites politiques, mais aussi par l'opinion publique marocaine, c'est-à-dire des relations d'État-État, des relations égalitaires. Et ça, c'est des questions importantes. Je pense qu'il faudrait très, très bien lire le communiqué qui est sorti hier pour retrouver des éléments qui pourraient expliquer cet accueil et qui pourrait expliquer cette nouvelle phase vers laquelle les relations entre le Maroc et la France sont en train de muter.
Et vous parliez justement des filles du roi du Maroc. Brigitte Macron a aussi beaucoup œuvré à ce rapprochement. Elle s'est rapprochée aussi des filles du roi du Maroc. C'est un... Les sœurs. Des sœurs du roi du Maroc, pardonnez-moi. Sœurs. Antoine Besbou. Oui, elles ont été invitées à déjeuner à l'Élysée au printemps de cette année. C'était une étape dans la réconciliation. Mais hier, le roi a présenté sa fille Khadija pour la première fois sur le tarmac de l'aéroport. Et c'est une première. Et c'était à l'occasion de la visite présidentielle. Jenny Calimi. Oui, écoutez, oui, ça fait partie du soft power que tout pays, État, puissance digne de ce nom doit entretenir. Et la First Lady, les sœurs des rois ou des chefs d'État participent de ce soft power, c'est-à-dire cette politique de l'image, cette politique de l'influence, cette politique culturelle. Voilà, c'est effectivement un atout dans ce rapprochement. Mais si je puis dire deux choses. Quand vous dites qu'il faut faire table rase, je ne sais plus, du passé, rappelons tout de même qu'à part ces 3 années de glaciation entre la France et le Maroc, il y a toujours eu des relations extrêmement positives. Mais depuis, j'allais dire, la nuit des temps entre la France et le Maroc, une des raisons, mais ce n'est pas la seule, il y en a bien d'autres, c'est que, bien sûr, le Maroc n'a jamais été une colonie juridiquement parlant de la France, avec tout ce que ça charge comme charge, justement, par exemple, entre la France et l'Algérie. Et juste un dernier point, Emmanuel Macron, sa politique étrangère, bien sûr, c'est un élément sur lequel il essaie de se singulariser au plan intérieur par rapport à Michel Barnier, comme pour tous les présidents de la République. L'extérieur, l'international, c'est une sorte de domaine réservé pour le président de la République, alors que Michel Barnier parle plutôt de domaine partagé. Donc on voit déjà les petites frictions, mais il y a une autre, sinon des frictions, mais enfin une clarification à faire aussi au sein des institutions et des pouvoirs en France, c'est le poids du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, et Emmanuel Macron va devoir faire essayer tout de même d'assurer une sorte d'équilibre difficile à tenir, vous aviez raison madame, entre tous les pays, la France et tous les pays du Maghreb, notamment le Maroc et l'Algérie. Et on sait que le Quai d'Orsay s'inquiète d'un déséquilibre en défaveur de l'Algérie. Donc c'est plus sensible que tous les superlatifs qu'a utilisé le communiqué que vous nous signaliez. Antoine Besbou, oui. Tout l'investissement qui a été fait sur l'Algérie n'a pas produit des effets. Il n'y a aucun président de la République française qui a fait autant pour le rapprochement avec l'Algérie, mais le président Tebboune ne délivre pas. C'est ça le problème, parce que l'État profond en Algérie n'a pas envie d'une réconciliation des mémoires avec la France. C'est ça le souci. Alors, le Quai d'Orsay, évidemment, il dessine, il propose les politiques, sauf que Jupiter, à l'Élysée, c'est lui qui décide en dernier lieu. Et il a transféré le Quai d'Orsay dans une cellule diplomatique et c'est elle qui décide. Il n'est pas toujours à l'écoute du Quai d'Orsay. Il y a aussi un conflit sur le Sahara occidental, aussi. C'est dépassé. La France a toujours été du côté marocain en protégeant le Maroc au Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les années, à l'occasion des renouvellements du mandat de la MINURSO, la France a été du côté du Maroc sans aller jusqu'à la reconnaissance de la marocanité du Sahara jusqu'à cet été. Donc voilà, ce n'est pas nouveau, c'est une progression dans la dynamique que la France avait mise en place par rapport à la reconnaissance. En tout cas, c'est une progression qui ne plaît pas forcément à tout le monde, notamment dans la presse. Je pense à cet article de l'Humanité qui parle d'une allégeance coupable. La France s'assoit-elle sur le droit à l'autodétermination du Sahara occidental au profit de contrats juteux ? Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Est-ce que la France, quelque part, va justement aider à progresser sur l'idée d'un Sahara occidental plutôt marocain au profit de contrats juteux ? On sait qu'il part au Maroc avec de nombreux patrons, des entreprises Alstom, Total, Orange, Engie, Thales. Alors certes, c'est la face immergée de l'iceberg, mais quand même.
Non, Jean-Marie je Hett. crois que bon, on faut pas être naïf. Les Non. contrats sont importants, ils mais- existent, et tant mieux. Et les accords portent dans ce sens-là, donc c'est une évidence. Mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Comme vous le rappeliez, entre le Maroc et l'Algérie, d'autres pays, on ne parle pas de colonisation, on parle bien d'un protectorat tout à fait particulier, où la France était là pendant un temps et elle s'est retirée. Mais tout ce territoire était marocain bien avant, puisque y compris la Mauritanie avant son indépendance était englobée dans ce territoire. Donc je crois que on est dans une évolution. Les mots ont eu beaucoup d'importance et vous le rappeliez tout à l'heure, notamment aux Nations Unies, puisque c'était une solution parmi d'autres qui était l'autonomisation des territoires. Et la France, cet été, a bien dit, le président, dans sa lettre, a bien dit la solution, donc en privilégiant cette voie. Maintenant, il appartient aux Nations Unies de trancher pour tourner la page. Et les diplomates qui sont en charge du dossier, je pense, feront avancer les choses. Mais il est clair que... D'ailleurs, c'est pour ça que mon livre, je l'appelle le Sahara marocain et pas le Sahara occidental, parce que je pense que la page est tournée en tant que telle, et les choses se sont vues concrètement sous le terrain. Pour moi, qui vais sous le terrain, je reviens du Maroc hier soir, je constate sur le terrain les évolutions concrètes dans les provinces du Sud, et avec l'adhésion de la population. Donc, quand on parle de l'autodétermination, c'est une forme occidentale d'approche des choses, mais quand on voit le résultat des élections, de la population, des votes et des votations à plus de 67%, et sans trafic des urnes, parce qu'on pourrait l'imaginer, eh bien, je crois qu'il y a quand même une adhésion claire. Et les Sahraouis que j'ai rencontrés, indépendamment des représentations officielles et politiques, parlent librement. Et je crois que le choix est clair pour eux. Donc, L'ONU, pardon monsieur, l'ONU ne reconnaît pas tout alors, de même ce que l'ONU ne vous dites. reconnaît pas encore. C'est une précision cela, importante, Mais ouais. je pense que Oui. le Conseil de Pas du tout, sécurité, effectivement, fort de ce qui s'est passé et de la position actuelle de la France, va évoluer dans ces dispositions. Ben- Je le souhaite, en tout cas. Ah, voilà. Un mot, la France ne se renie pas Non. en faisant ce pas en avant. C'est un pas dans une dynamique qui est ancienne. Il n'y a pas de reniement. On ne peut pas parler de contrat contre reniement. Non, la France est sur la ligne de départ telle qu'elle a été dessinée, mais elle a fait un pas en avant. Vous vouliez réagir? Oui, en effet. Côté français, côté marocain, les choses sont claires. Mais on est face à un dossier qui est traité au niveau d'une enceinte internationale, universelle. Chacun avance ses pions et il n'est absolument pas acquis que l'Algérie ne cherche pas, elle aussi, à défendre sa position en utilisant d'autres leviers. On connaît la proximité de l'Algérie avec la Russie, notamment, Oui. au Conseil de sécurité. Donc, à mon avis, les choses ne sont pas acquises. En pour tout cas, autant. des pions importants pour la France, parce qu'on parle quand même de contrats pouvant s'élever jusqu'à 10 milliards d'euros. C'est ce que nous disait notre envoyée spéciale Christelle Méral à l'instant. On va peut-être en parler avec Samia Soultani-Vigneron, qui est vice-présidente de la région Pays de la Loire, franco-marocaine. Également, vous êtes avec nous en visioconférence en tant que vice-présidente d'un exécutif local. Justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie aussi dans les territoires, ce rapprochement, ces contrats avec le Maroc ? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. En tant que vice-présidente de région, très engagée sur ces sujets au Maroc notamment, puisque je suis en charge, entre autres, de l'export et du développement international. Et le sujet porté par Emmanuel Macron sur le développement de nos entreprises dans des territoires comme le Sahara et comme les régions du sud du Maroc sont essentiels. Et c'est quelque chose qui a été notamment encouragé par l'ambassadeur de France au Maroc que j'ai rencontré au mois de février dernier dans le cadre d'une mission économique, qui a joué un rôle majeur dans ce déplacement, dans l'organisation de ce déplacement, il faut le lui reconnaître. Et c'est quelqu'un qui nous a encouragés, en tant que représentant des territoires et des régions, à investir dans le sud du Maroc. Ça, c'est un point quand même très important, parce qu'à l'époque des relations assez froides entre Emmanuel Macron et le roi du Maroc, il n'y avait plus de possibilité d'investir, du moins officiellement. Et l'ambassadeur nous a effectivement encouragés à organiser des délégations, des voyages au Maroc et puis d'avoir des rencontres avec les décideurs pour pouvoir continuer à investir et que la France continue à avoir la place qu'elle avait auparavant, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas seul là-bas. Il y a les Russes, il y a les Anglais, les Espagnols qui sont très, très présents.
Et il y a une concurrence féroce, je dirais, sur le terrain économique. Donc je pense qu'effectivement, les régions ont un rôle à jouer en tant que, avec une compétence renforcée depuis la loi NOTRe sur les sujets économiques, bien entendu. Niagalé, il y a une concurrence effectivement importante avec d'autres pays du monde au Maroc. Oui, et je pense que c'est ce qui caractérise aujourd'hui les difficultés auxquelles se heurte dans de nombreux endroits la France avec ses partenaires, ses amis, ses alliés traditionnels. C'est-à-dire qu'elle s'aperçoit aujourd'hui qu'elle doit démontrer sa valeur ajoutée qui n'est plus présumée et qui s'inscrit dans un champ extrêmement compétitif où la France est mise en concurrence avec d'autres et non plus privilégiée a priori, comme cela a pu être le cas de par le passé. Antoine Bazbou. La France n'a pas à être l'otage des relations dégradées entre l'Algérie et le Maroc. Depuis 1994, ça fait 30 ans que la frontière terrestre est fermée entre les deux pays. Et puis, rappelons-nous, Boumediene avait dit dans les années 60 qu'il voulait placer un caillou dans la chaussure du Maroc concernant le Sahara occidental pour l'embêter, en quelque sorte. Et en fait, ce caillou dans la chaussure du Maroc lui coûte à peu près 1,5 point par an du pays. Alors, je vous coupe parce qu'on me fait signe qu'Emmanuel Macron arrive à l'instant au Parlement marocain. Le président de la République française, vous le voyez, il est en train de s'installer au pupitre. On va l'écouter dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce discours, Janine Halimi ? On peut en attendre plusieurs choses, notamment ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire des félicitations partagées de ces relations retrouvées et des relations qui, encore une fois, n'ont aucune raison lourde, très lourde, encore politiquement, historiquement, culturellement, d'être chargées. Donc c'est vraiment une sorte de renouement avec ce qu'a toujours été les relations entre la France et le Maroc. Je ne pense pas que ça aille plus loin en termes de suggestions de la part du président de la République, parce que quand même, il y a des sujets de friction qui ne sont pas réglés. On en parlait tout à l'heure, notamment les visas et les OQTF. Je ne pense pas du tout, par exemple, que ça va se passer à la tribune. En revanche, rappelons-le tout de même, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, fait partie de la délégation française et ça, à n'en pas douter, des discussions dans la foulée de ce discours vont se nouer entre M. Retailleau et son homologue marocain, probablement. Voilà, Emmanuel Macron que l'on voit de dos en direct de ce Parlement marocain où il doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Jean-Marie Hett, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce discours ? Alors, pas beaucoup plus, je pense, que ce que vient de dire ma collègue. Je pense que quand on parlait d'un renouveau des relations, il faut aussi dire, on disait, ça fait des décennies que la France a de très bonnes relations avec le Maroc en dehors des anicroches qu'on a connues. Le premier consulat général de France au Maroc date du XIVe siècle. Donc je veux dire qu'on a une longue histoire avec tous ceux qui... Je suis même pas sûr que la France en tant que telle existait. Non, mais oui, mais c'était bien, je veux dire, c'était bien un consul général, voilà. Oui, et bien d'autres pays qui n'existaient pas forcément. Donc, je pense que les Marocaines et les Marocains attendent aussi, et les parlementaires forcément, avec leur titre, attendent forcément quelque chose autour des provinces du Sud, au-delà de ce qu'on a évoqué. Et je pense que les mots qui vont être dits vont être scrutés, vont être écoutés par nous-mêmes, mais surtout par ceux qui sont dans cette assemblée actuellement, quoi. Voilà, on attend encore l'arrivée d'Emmanuel Macron pour ce discours. Peut-être avant qu'il ne s'exprime, un mot de la petite histoire dans la grande histoire, parce que dans cette délégation officielle présidentielle d'Emmanuel Macron, il y a de nombreuses personnalités, alors on l'a dit, des grands patrons, mais également des personnalités venues de tous les horizons, et une polémique à noter ce matin sur la présence de l'humoriste controversé Yacine Bellatar. Il ne faisait pas partie d'ailleurs de la liste
journaliste officiel de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Yannick Halimi? Écoutez, en tout cas, effectivement, comme vous le disiez, il y a une polémique certaine. Outre ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire une sorte de rajout à la dernière minute de ce nom-là, de cette personnalité-là sur la liste officielle, donc qui alimente un tas de fantasmes, il y a la personnalité, ce qui est beaucoup plus important, la personnalité et l'œuvre, j'allais dire, de cet humoriste. Si vous me permettez de le rappeler très rapidement, c'est un humoriste qui est d'abord très très proche d'Emmanuel Macron, qu'il l'a été dès le début, dès 2017, à un point tel qu'il a été nommé membre du Conseil présidentiel des villes en 2018, qui est une création de la part du président de la République pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes des banlieues, on va dire ça. Et là, ce qui fait polémique dans la personnalité de M. Bellatar, c'est ce qui suit. C'est-à-dire, notamment, il a démissionné de ce conseil présidentiel des villes à la suite des déclarations de Jean-Michel Blanquer, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui s'élevait contre la présence le port du voile à l'école, bien sûr, mais aussi dans les sorties scolaires, ce qui n'était pas tranché à l'époque. Monsieur Bellatar, qui est qui n'est pas contre, en tout cas, évidemment, le port du voile des femmes musulmanes dans l'espace public et dans ce contexte-là d'activité périphérique à l'école, en désaccord avec Jean-Michel Blanquer, a quitté le Mans. Et il a également été, il s'est qualifié de je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, à la suite des attentats terroristes islamistes que l'on connaît. Il aurait incité, conseillé en tout cas Emmanuel Macron à ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme l'année dernière, on se souvient, après le 7 octobre et les massacres du Hamas. Et il a également été condamné, ce personnage-là, cette personne-là, pour des propos de menaces, de violence, voire de mort à l'égard de personnalités du monde médiatique qui prenaient un peu trop position, entre guillemets, qui donnaient un peu trop d'informations sur les massacres du Hamas plutôt que sur Gaza. Donc voilà, en quelques traits, on va camper le personnage. On y reviendra peut-être plus tard, on va écouter tout de suite Emmanuel Macron. Président de la Chambre des conseillers, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame, Monsieur les ambassadeurs, chers amis, à l'heure de m'exprimer devant vous, je mesure combien Avenue s'inscrit dans une histoire séculaire qui a tissé entre nos deux nations une véritable communauté de destin, un dialogue qui remonte à la nuit des mémoires. Impossible de citer toutes les ambassades envoyées de part et d'autre de la Méditerranée depuis la Renaissance, les traités signés, les récits d'exploration, les romances entrecroisées, comme ce corsaire de Salé, Abdallah Ben Aïcha, qui fut envoyé à Versailles pour demander la main de la fille du roi Soleil, ou de ce récit du lettré Idriss Al-Amraoui, qui rapporta au sultan Mohamed IV son témoignage de la France de 1860. Il y eut ces ambassades, avec leurs longues palabres, autour des questions de commerce et de sécurité des mers. Mais ce furent des artistes qui posèrent à coup sûr sur le Maroc le regard le plus passionné. Delacroix, Matisse, Majorelle et toute la cohorte des peintres et écrivains voyageurs qui abordèrent toujours le Maroc avec respect, avec admiration. Et ces deux dont nous nous réclamons aujourd'hui, et ce sont eux qui éclairent notre mémoire commune, qui connaît aussi sa part d'ombre. Car vint le temps des traités inégaux, quand l'hubris et la force mécanique des États européens s'imposèrent aux quatre coins du monde et quand, même arrangé en protectorat, le Maroc n'échappa pas aux ambitions et aux violences de l'histoire coloniale. La France fit effraction, d'abord par le truchement d'accords commerciaux et financiers, puis par le traité de Fès. Et tandis qu'elle imposait ses vues et consolidait ses intérêts, il y eut aussi des hommes
qui cherchèrent à comprendre, à respecter, et je crois à aimer cet empire millénaire dont ils percevaient l'identité profonde et irréductible. Ils eurent pour nom Louis Massignon, Jacques Berck, à certains égards, Hubert Lyautey. Cela n'empêcha pas la République de demeurer aveugle et sourde au renouveau qui se faisait jour parmi la jeunesse marocaine et que le sultan Mohamed V allait bientôt incarner et défendre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces pionniers constituent le comité France-Maghreb, auquel adhèrent François Mauriac, François Mitterrand, et soutiennent avec Amédée Lefebvre, vicaire général de Rabat, les initiatives du monastère de Toumléline en faveur du réveil des consciences inquiètes et de l'émancipation des Marocains. L'histoire retient aussi le courage de Maroc Presse et d'Antoine Mazella au printemps 1954 pour exiger le retour du sultan exilé à Madagascar et de tous ces penseurs libéraux qui paveront la voie de l'avenir. Ce sont ces libéraux, émules de Jacques Berck, regroupés dans Conscience française et le Centre d'études et de documentation de Jean Védrine, qui poseront les premiers jalons conduisant à Aix-les-Bains. Il fallut néanmoins encore plusieurs résidents généraux et le sombre épisode de la déposition du sultan Mohamed V et de son exil avant que la raison ne prévale. Mais la déclaration de la Selle Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, scelle un nouveau temps. Oui, c'est par là que le Maroc et la France épargnèrent à leur peuple les 10 années de la guerre d'Indochine et les 8 ans de celle d'Algérie. Ces quelques mois qu'employèrent les négociateurs pour ouvrir la voie à l'indépendance sont à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire, car ils ont permis au Maroc et à la France de surmonter les cicatrices laissées par l'épisode colonial. Quand la France se tourne vers ces 80 dernières années de relations franco-marocaines, c'est d'abord de la gratitude qu'elle ressent. Pour tous ces hommes venus du Maroc pour libérer notre patrie du joug de l'occupant, en Provence, dans la vallée du Rhône, mais aussi sur tous les autres théâtres où les forces françaises libres furent engagées. Partout la chéchia et la ceinture écarlate des tirailleurs devint synonyme de bravoure et de sacrifice. Partout les goums et les tabors ont payé le prix du sang pour notre liberté. Comme le fit le général de Gaulle, en reconnaissant le sultan Mohamed V comme compagnon de la libération, comme j'ai eu l'occasion de le faire cet été à la nécropole de Boulouris à Saint-Raphaël, où dorment tant des vôtres. Je veux ici leur exprimer notre respect et notre gratitude. Il y eut le temps du sang versé, le temps des héros et de la guerre. Il y eut ensuite celui des forces vives de la paix. Ces dizaines de milliers et bien plus encore de Marocains qui contribuèrent, après la guerre, à la reconstruction de la France et à son industrialisation. Notre capitale, nos régions, nos villes, Marseille, Lyon, Toulouse, Le Havre, Montpellier, Lille, Metz, Nantes, Strasbourg, Grenoble, tant d'autres de Châlons et d'ailleurs, en portent aujourd'hui le témoignage à travers les communautés d'origine marocaine qui y vivent et qui participent à la vitalité de la France de ce siècle. Combien d'élus, d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, dont l'histoire familiale, les patronymes, les valeurs spirituelles aussi, incarnent ce que le Maroc a apporté à la France pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, au Maroc, la France est demeurée depuis l'indépendance le partenaire fidèle des évolutions de la société. La communauté française, dans sa diversité, y demeure la plus importante en Afrique. Nos 44 établissements scolarisent près de 50 000 élèves, dont une immense majorité de Marocains.
Aux quatre coins du royaume, nos instituts français accueillent tous ceux qui, à un titre ou à un autre, y recherchent une perspective. Apprendre notre langue, se préparer à étudier en France, se frotter à des artistes ou participer à des débats. Enfin, la communauté étudiante marocaine est la première dans l'Hexagone. Et je pourrais ici aussi convoquer les près de 5 millions de touristes français qui voyagent chaque année chez vous. Oui, de part et d'autre du temps et des mers, lorsque l'on parle du Maroc et de la France, il faut voir et il faut dire que nous ne sommes pas tout à fait étrangers l'un à l'autre. Et pas seulement parce que les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural, mais parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Les vers du fou d'Elsa sont l'écho lancinant d'une passion franco-marocaine qui ne passera pas et qui s'est un temps incarnée dans ce territoire andalou qui n'était ni tout à fait l'Europe, ni tout à fait l'Afrique. Dans ce pays d'or et d'argent, travaillé comme une timbale, pour reprendre Aragon, où tout revêt ses habits de bal, les champs, les villes et les gens, et où l'air a le parfum des cymbales dans ce pays d'or et d'argent. Pour mes compatriotes, le Maroc jouera toujours un rôle à part, de porte, de passeur vers l'Afrique, une Afrique rêvée, autant que l'Afrique charnelle, humaine, tangible. Et il faut voir la passion que nourrissent nos lecteurs français pour des romanciers franco-marocains. Plusieurs nous accompagnent ici, Pierre Assouline, Abigail Assor, mais je pourrais convoquer aussi Tahar Benjeloun, Abdelatif Lahabi, Leila Slimani, lauréat de nos prix Goncourt et favori du cœur des Français. Comme si votre terre était par excellence un territoire de littérature. La réalité marocaine est si complexe, si riche, si contradictoire qu'elle fournit en permanence matière à fiction, avance Tahar Benjeloun, élucidant peut-être un peu du secret de cette vitalité de vos plumes. À l'heure où nous avons, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, décidé d'écrire un nouveau livre ensemble, je veux partager avec vous ma certitude que ces liens vont aller se renforçant sans cesse. À cet égard, je remercie Sa Majesté le Roi pour les paroles fortes qu'il a prononcées ici même, le 11 octobre dernier, à l'égard de la France. Parmi les plus anciennes monarchies du monde, le Royaume du Maroc avance avec confiance, cette confiance qu'il a en lui-même et qu'il porte en son roi. La conscience que lui donne sa longue histoire et l'énergie d'une jeunesse nombreuse, pleinement désireuse d'accompagner son émergence. Vous êtes également les représentants d'un peuple qui a érigé, par la volonté de son souverain, la diversité, le dialogue, la tolérance, au cœur de son identité, de ses institutions, de sa constitution. L'islam de tolérance, promu par Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, forme un défi à toute forme d'extrémisme. Cette richesse du Maroc est encore plus précieuse et digne de respect à l'heure où notre monde est déchiré par l'intolérance et par la guerre. Ce sont là des valeurs que la France partage profondément, qu'elle s'efforce de promouvoir comme pilier historique de l'Union européenne, en acteur déterminé sur la scène internationale, mais aussi en demeurant un creuset de l'innovation technologique, intellectuelle, artistique, grâce et avec tous ceux qui l'ont faite et tous ceux qui la font vivre. 25 ans sont passés depuis que Sa Majesté est devenu le souverain du Royaume du Maroc. Incarnant la continuité de l'une des plus anciennes dynasties du monde et l'un des visages de la modernité industrielle et technologique. Face à nous, pour le prochain quart de siècle, se dessinent
tous les enjeux et tous les possibles. En réaffirmant un lien d'amitié unique en son genre en cet anniversaire, je vois l'occasion et la nécessité d'écrire ce livre nouveau pour faire face et relever les défis du siècle. C'est une opportunité historique, oui, je dirais même un devoir stratégique, de construire entre nos deux pays, mais aussi entre l'Union européenne et le Maghreb et au-delà l'Afrique, un projet qui offre à nos peuples, à nos économies, la possibilité d'une prospérité, d'une sécurité, d'un horizon absolument nouveau. Beaucoup a été esquissé ces dernières années et décennies. Euromède, l'Union pour la Méditerranée, pour ne citer que quelques-unes de ces initiatives. Mais force est de constater que les fruits n'ont pas pleinement suivi la promesse donnée par les premières fleurs, en raison des troubles en Méditerranée orientale, de ce qui s'est passé en Libye, de ses conséquences au Sahel et au Maghreb. C'est pourquoi le temps qui s'ouvre est porteur tout à la fois de responsabilité et d'espoir nouveau. Le Maroc et la France ont aujourd'hui vocation à jeter les fondations d'un partenariat d'exception renforcé entre nos deux pays et proposer aux générations des 25 prochaines années ce nouveau livre lucide, lucide sur le passé, mais tourné vers l'avenir. Bien sûr, ce doit être avant tout un espace ordonné, dont chacun des partenaires accepte d'être le garant, avec respect et engagement. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Je pense aussi à notre partenariat en matière de sécurité, de lutte contre les trafics de toute nature qui minent nos sociétés et menacent nos États. Lutte contre le terrorisme aussi, qui doit continuer de nous unir inlassablement. Lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre le narcotrafic qui gangrène nos territoires et nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide. Oui, ensemble, notre responsabilité est de bâtir un espace maîtrisé de sécurité et de sûreté. Ce sont aussi ces actions qui permettent ce partenariat d'exception qui gagnerait à être plus ouvert pour étudier, pour travailler quelques jours, quelques mois, quelques années, pour tisser et maintenir des liens, un espace où, sur la base d'un cadre clair, ambitieux, fondé sur nos règles respectives, la mobilité des femmes et des hommes, comme celle des marchandises ou des capitaux, peut permettre aux idées, aux projets, aux talents de circuler intensément. Ce doit être l'occasion de redonner à la Méditerranée sa véritable vocation de trait d'union. Et ne rien faire, ne rien imaginer, se donner pour seule ambition de colmater au jour le jour les flux humains qui nous dépassent, reviendrait à nous résigner à subir notre avenir dans une position passive. Ce n'est pas l'avenir que je veux pour la France, parce que la France n'a jamais été aussi grande que quand elle a rêvé, imaginé plus grand qu'elle-même. Et cette vision, je sais que le Maroc la partage avec notre pays. La France a également toujours été aux côtés du Maroc pour accompagner sa dynamique de développement économique et social. J'évoquais l'éducation, l'enseignement supérieur, mais je songe aussi aux très nombreuses entreprises françaises qui ont cru au Maroc et font aujourd'hui de la France le premier investisseur étranger, ainsi qu'un créateur d'emplois qualifiés, importants et croissants. Je songe à l'Agence française de développement, dont le Maroc est le premier partenaire dans le monde, et dont la stratégie s'aligne parfaitement sur votre nouveau modèle de développement. Je songe aux magnifiques projets pour lesquels vous avez honoré la France de votre confiance, comme le développement marocain du TGV, que nous poursuivrons donc ensemble, et c'est une immense fierté pour nous. Je songe aussi à notre vision des industries culturelles et créatives et l'ambition que nous avons en commun d'en faire un élément central d'attractivité, mais aussi d'employabilité pour nos jeunesses. Je me réjouis demain de pouvoir l'illustrer
à l'occasion de plusieurs échanges et cet après-midi avec des acteurs du secteur du jeu vidéo, échange durant lequel nous lancerons un programme de formation des professionnels soutenu par l'école ISAR dans la perspective de la cité du jeu vidéo dont veut se doter le Maroc. Je pourrais citer là à peu près tous les secteurs, les infrastructures, l'énergie, tous les secteurs qui font la ville durable, celui du traitement des eaux, du traitement des déchets, en effet, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, tout concourt à ce que nos sociétés, nos jeunesses, nos entreprises fassent encore davantage. S'il est, permettez-moi simplement cette remarque, s'il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c'est uniquement le football. Parce que c'est une passion partagée. Le match France-Maroc de 2022 restera l'un des grands moments de la Coupe du Monde. Malgré tout, vos joueurs font rêver nos championnats et tant de nos équipes, et c'est une des choses qui réconcilie le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et je souhaite que l'accueil de la Coupe du Monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer et nous offre une fois encore tant de moments d'émotion. Oui, sur tous ces domaines comme sur les autres, pour aujourd'hui et pour demain, notre ambition est claire. Développer ensemble de nouveaux partenariats stratégiques, en mobilisant toutes nos forces économiques, technologiques, académiques, artistiques. Bien sûr, pour faire mieux encore qu'hier, mais aussi parce que j'ai la conviction que renforcer notre communauté de destin dans les domaines essentiels contribuera à nous conserver de part et d'autre de la Méditerranée la maîtrise de l'avenir. Les temps l'exigent, et les défis auxquels nos deux pays sont confrontés sur une scène internationale en voie de transformation accélérée aussi. Vous savez, comme moi, qu'il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants si nous ne parvenons pas à réussir la transition énergétique et à endiguer le réchauffement climatique. Personne n'est épargné, ni votre peuple, ni le mien. À Paris, en 2015, comme à Marrakech l'année suivante, à travers l'organisation des COP 21 et 22, nos deux nations ont joué un rôle marquant sur la scène internationale. Et c'est ce même engagement que nous poursuivrons. Mais je veux ici saluer l'action résolue qui est la vôtre sur la question de l'eau et de l'adaptation. Je crois que peu de pays ont relevé ce défi avec autant d'ardeur, d'innovation. Et des autoroutes de l'eau, et nous sommes fiers d'être l'un de vos partenaires dans cette politique inédite, aux politiques de dessalement de vos villes, pour faire face aux défis de l'agriculture comme à ceux de villes de plus en plus grandes qui doivent accueillir de nouveaux habitants et plus de jeunesse, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'irrigation durable est indispensable. Et le Maroc, à ce titre, a beaucoup à apprendre au reste du monde, et c'est pourquoi je souhaite que les autoroutes de l'eau soient au cœur du One Water Summit qui sera organisé en fin d'année et que nous puissions vous accompagner sur ce chemin d'adaptation et de souveraineté inédit. Dans le domaine de l'énergie, le Maroc dispose de ressources uniques, d'une longue tradition de grands projets hydroélectriques qui remontent à feu Sa Majesté Hassan II. Déjà riche de fermes solaires, d'éoliennes parmi les plus grandes d'Afrique, votre pays a posé le cadre qui lui permettra bientôt de devenir un acteur majeur du renouvelable, qu'il s'agisse des électrons ou de l'hydrogène vert. J'ai la conviction que vous saurez non seulement réussir la décarbonation de votre consommation domestique et industrielle, mais proposer de manière complémentaire un approvisionnement de proximité stable et sûr à notre Europe. Oui, je suis convaincu que l'avenir de la Méditerranée s'écrira aussi par ces corridors de l'hydrogène vert et ces corridors électriques qui vont lier nos deux pays. Et ces routes nouvelles que nous sommes en train de bâtir sont des axes décisifs de croissance de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà une clé essentielle de notre compétitivité.
Et depuis le début de ce siècle, les accords de libre-échange ont favorisé une intégration très avancée de nos économies dont les bénéfices mutuels sont incontestables. Elle a notamment permis, à travers la colocalisation de filières industrielles critiques, de faire du Maroc une plateforme de production efficace et complémentaire pour l'industrie française et européenne. Dans la nouvelle étape de la mondialisation que nous vivons depuis la crise sanitaire, et alors que les politiques non coopératives de certains acteurs internationaux risquent de se renforcer dans les années à venir, l'intégration de nos chaînes de valeur est un levier majeur de notre compétitivité. Et il y a, pour la France, mais plus largement pour l'Europe, à continuer de penser de manière durable l'intégration des chaînes de valeur entre l'Europe et l'Afrique. C'est la clé pour résister aux politiques de plus en plus agressives d'autres grands espaces géopolitiques, aux politiques tarifaires nouvelles et à la fragmentation du commerce international que d'aucuns ont de facto déjà décidé. Ces bases de coopération doivent être claires, rationnelles, durables et justes. Pour les entreprises françaises, cela consiste à faire avec le Maroc, selon une logique mutuellement bénéfique qui prend en compte les mutations profondes des industries et des services. Ces secteurs stratégiques seront au cœur des rencontres entrepreneuriales Maroc-France que je clôturerai cet après-midi et je me réjouis des très nombreux projets que nous nous apprêtons à lancer ensemble et des nouvelles signatures d'accords au-delà des 22 d'hier soir que nous signerons. De part et d'autre de la Méditerranée, nous sommes bien conscients que le capital humain sera le principal marqueur de notre capacité à relever tous ces défis. C'est la raison pour laquelle les questions d'éducation, de formation professionnelle, d'enseignement supérieur figurent au premier rang des politiques publiques de nos États. Le Maroc et la France s'inscrivent à cet égard dans une francophonie ambitieuse, celle que nous avons célébrée récemment à Villers-Cotterêts, et qui constitue une opportunité supplémentaire pour nos deux jeunesses de développement dans cet espace francophone unique. Plus de 320 millions de locuteurs aujourd'hui, 500 millions à l'horizon 2050. Mais nous faisons face à un enjeu d'échelle, car ces priorités sont aussi celles des grands acteurs mondiaux qui entendent prendre ou garder la main sur les technologies les plus avancées, qui ont des marchés intérieurs considérables et qui n'ont aucune raison de faire de cadeaux ni à l'Europe, ni à l'Afrique, ni au Maroc, ni à la France. C'est pourquoi, si nous voulons relever tous les défis que je viens d'évoquer, celui de la compétitivité, de l'intégration énergétique, du numérique, de la capacité de recherche aussi dans les domaines cruciaux, comme celui de l'intelligence artificielle, il nous faut drastiquement investir dans la formation. Développer partout nos systèmes éducatifs et leurs échanges et former sur tous les domaines critiques. Nous avons décidé, lors de cette visite, d'aller beaucoup plus loin en la matière et de nouer de nouveaux partenariats académiques. Pour les métiers de l'industrie, de la santé, du numérique, mais aussi pour ceux de l'agriculture, indispensables à la sécurité alimentaire de nos pays et du continent. Sur chacun de ces domaines, savoir former des talents, savoir les faire voyager, puis les conserver, est un défi essentiel pour nous. C'est pourquoi ce partenariat d'avenir doit être respectueux, exigeant, mais il est indispensable pour nos jeunesses. Dans le même temps, nous devons également jeter les bases d'une circulation naturelle des personnes afin de faire bien davantage ensemble en matière de recherche, de projets, de création d'entreprises, comme autant d'opportunités offertes à ces talents. Des initiatives bienvenues ont été prises ces derniers mois, notamment à l'intention des alumni marocains de l'enseignement supérieur français, qui reçoivent désormais automatiquement un visa de circulation. Et il nous faut continuer de viser plus haut, et je souhaite, avec le Maroc, faire une expérimentation pilote en la matière et permettre justement à ces derniers de nourrir les deux rives de leur intelligence et projets communs. L'histoire, la langue, les fondamentaux posés ensemble depuis des siècles constituent autant d'atouts pour réussir quelque chose de singulier qui puisse constituer une espérance pour les générations qui viennent. Car il nous faut être honnêtes avec nous-mêmes, si nous ne nous plaçons pas sur ce terrain,
celui d'un cadre d'ambition assumé, attractif et maîtrisé pour notre jeunesse, nous subirons, l'un comme l'autre, les effets déstructurants des sirènes d'autres pays, de grands acteurs de l'économie mondiale qui viendront écrémer nos ressources, éroder notre intimité, essouffler notre partenariat en offrant à nos forces vives des perspectives que nous n'aurions pas su tracer. Ce que j'appelle de mes vœux, dans tous les domaines que je viens d'évoquer, c'est bien ce prochain livre de notre relation, pour reprendre les mots de Sa Majesté le Roi hier, qui n'hésite pas aussi à bousculer les acquis et les cadres classiques pour porter le plus d'ambition possible. Car je crois qu'au-delà de nos deux pays, ce nouveau livre emporte aussi la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'avenir et du développement du continent africain. Oui, tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Entre le Maroc et la France, c'est une histoire qui nous appartient. Mais elle ouvre vers l'Europe et elle ouvre vers l'Afrique. Et je sais que c'est une vision que partage Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Convainc que le dialogue entre nos continents peut ouvrir en effet des chemins nouveaux, qui ne soient pas seulement ceux de la fuite et de l'exil. Et je veux le citer devant l'Union africaine, « Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. » Et c'est pourquoi ce partenariat euro-africain est celui que nous voulons renforcer, celui auquel je crois profondément. Chacun sait, chacun voit aussi que le continent africain sera celui où une grande partie de notre futur se jouera. Avec l'Afrique, parce que les lunettes d'hier sont dépassées, nous sommes engagés dans un renouveau de notre relation avec les peuples, avec les États, et le Maroc, par sa géographie, par son histoire, par sa culture, par la vision de ses souverains, affirme depuis longtemps
sa vocation de plateforme, de truchement, de chemin singulier. Sa stabilité, son ouverture, son développement sont des atouts inégalables que nous reconnaissons à leur juste valeur et qui peuvent inspirer bien des initiatives communes. C'est pourquoi, je le crois profondément, nous avons ensemble à œuvrer, et je sais pouvoir m'inspirer de votre pays et de son action au Sahara et au Sahel. Oui, nous avons dans cette région, nous avons besoin dans cette région d'une stabilité respectueuse des peuples, de projets de développement pour la jeunesse de celle-ci, qui seule permettra non seulement la stabilité, mais de mettre fin aux routes des trafics et de la misère, qui du golfe de Guinée à la Libye sont ceux qui font souffrir le continent africain et le continent européen. Et je compte donc beaucoup sur, en effet, cette nouvelle stratégie où ensemble nous pourrons œuvrer dans cette région où la France, avec humilité, cherche à bâtir une stratégie partenariale nouvelle. Elle a été accusée par certains de tous les maux, bien injustement, car pendant une décennie, elle a évité l'effondrement de plusieurs États face au terrorisme, à des califats territoriaux qui voulaient se créer. Et en parlant ici devant vous, j'ai une mémoire émue pour les enfants que notre pays a donnés, pour la stabilité du Sahel, au Mali et ailleurs. Oui, ce nouveau partenariat avec l'Afrique, par sa jeunesse, est celui que nous voulons construire ensemble. Au Sahel et au Sahara, comme je l'évoquais, mais à travers tout le continent, par l'éducation, l'agriculture, les projets écologiques, le numérique et l'énergie. Il y a sur ces axes des actions communes que nous pouvons résolument ensemble construire. Bâtir ces ponts énergétiques que j'évoquais, avoir une politique de souveraineté alimentaire résolue dont le continent a besoin, et nous aurons l'occasion demain d'y travailler ensemble. Et nous sommes déjà partenaires dans cette aventure, avec les campus du réseau Africa-Sup au Maroc, avec la future Académie de l'eau, et nous ne sommes qu'au premier pas de ces révolutions à venir. Je veux ici aussi saluer le rôle positif de partenariat, de dialogue et de stabilisation que votre pays joue avec l'ensemble du voisinage. Pour projeter notre relation bilatérale vers l'avenir et pouvoir emporter cette ambition et ces projets, j'ai proposé à Sa Majesté le roi Mohamed VI que la France et le Maroc soient liés par un nouveau cadre stratégique qui pourrait être signé 70 ans après l'accord de la Celle-Saint-Cloud, à l'occasion d'une visite d'État en France que Sa Majesté a acceptée. Avec Sa Majesté, nous nommerons sans tarder un comité de suivi paritaire qui sera chargé de nous remettre des propositions en ce sens dès le premier trimestre 2025, afin d'en dessiner les contours. Le Royaume du Maroc serait ainsi le premier pays hors de l'Union européenne avec lequel nous nous engagerions aussi intensément. Et ce sera l'occasion de rappeler que des valeurs communes nous rassemblent, qu'elles invitent à voir grand et loin pour les générations à venir. Et cet accord aura vocation à mobiliser nos institutions, nos communautés, nos jeunesses, nos talents, pour être les garants de l'ambition que nous nous assignons. Il permettra aussi, en mettant davantage en lumière nos solidarités, d'accorder encore davantage nos voix sur la scène du monde. À cet égard, nos regards se tournent évidemment vers l'est de la Méditerranée, vers cette région du Proche-Orient qui est si chère à la France comme au Maroc et qui se trouve aujourd'hui plongée dans l'abîme avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Le 7 octobre 2023 a constitué une attaque d'une barbarie particulièrement atroce perpétuée par le Hamas contre Israël et son peuple. Et Israël a le droit de défendre son peuple contre une telle menace. La France
y a perdu 48 de ses enfants et 2 de nos compatriotes comptent encore parmi les otages retenus à Gaza. Mais rien ne peut justifier pour autant le bilan humain désastreux à Gaza et la souffrance que connaissent les populations civiles. C'est pourquoi il faut un cessez-le-feu à Gaza. Et la France n'a eu de cesse de le demander depuis novembre dernier, un cessez-le-feu pour libérer les otages, pour protéger les populations et permettre enfin à l'aide humanitaire de parvenir dans la bande de Gaza. Au Liban également, il faut un cessez-le-feu et l'arrêt des opérations militaires. Nous y œuvrons depuis plusieurs semaines en lien avec nos partenaires américains et plusieurs autres. Et c'est pourquoi, en cohérence avec cette position, j'ai appelé à ce que cessent les exportations d'armes aujourd'hui utilisées à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. La voie de la diplomatie est possible. Elle est exigeante et c'est celle que la France soutient pour permettre aux peuples israéliens, palestiniens et libanais de voir leurs aspirations à la paix et à la sécurité garanties et à tous les déplacés de rentrer en sécurité chez eux. Vous connaissez l'attachement historique de la France à la solution des 2 États. Il faut relancer cette perspective de façon décisive pour inscrire la paix dans la durée au Proche-Orient. Vous connaissez aussi notre engagement sans faille à lutter contre l'antisémitisme en France et partout dans le monde. Cet engagement est irréductible. Et je le dis dans un temps où les actes antisémites, tout particulièrement ces dernières années, ont refait surface et partout pullulent. Et je sais que c'est aussi un héritage du royaume sur lequel bâtir ensemble pour protéger nos concitoyens et préserver dans ce contexte douloureux la cohésion de nos sociétés et les valeurs qui sont les nôtres. Sur cet enjeu, le Maroc a beaucoup à apporter. Je souhaite ici encore rendre hommage à l'action de Sa Majesté le roi Mohamed VI, également président du comité Al-Quds, et à son investissement personnel pour apporter l'aide humanitaire urgente aux populations palestiniennes et libanaises qui en ont aujourd'hui le plus besoin. Je salue sa mobilisation et celle de tout le Maroc en faveur de la désescalade, d'une reprise du dialogue et de la relance d'un processus politique crédible. Dans la cacophonie actuelle, dans laquelle se complaisent les extrêmes de tous bords, le Maroc porte une voix forte et singulière. C'est, il me semble, la voix de la raison et de la justice. Une voix juste, fidèle à son histoire et à ses principes, une voix qui nous rappelle à nos engagements, à nos valeurs communes et qui nous enjoint d'œuvrer sans relâche pour apporter un peu d'espoir à une région et à des populations qui en ont aujourd'hui si peu. Je sais qu'à Paris comme à Rabat, nous partageons cette même préoccupation et travaillons dans le même sens. Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis, la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les réalisations des 25 premières années de son règne sont une invitation à nous tourner vers l'avenir. C'est, vous l'avez compris, ce qu'à vos côtés et avec vous, je suis venu faire. Alors puisse cette visite d'État marquer l'ouverture de ce nouveau livre dans notre longue histoire partagée, qui permettra à nos 2 nations d'avancer avec détermination dans ce siècle incertain, mais qui a besoin de la richesse de notre amitié. Puissions-nous être à la hauteur de cette ambition, fort de notre histoire et pour nos jeunesses. Vive le Royaume du Maroc et vive la France. Voilà pour ce discours d'Emmanuel Macron, le président face aux parlementaires marocains en visite dans ce royaume du Maroc
beaucoup de choses dans ce discours. Emmanuel Macron qui a rappelé la longue amitié entre les deux pays, entre la France et le Maroc, qui a parlé aussi en filigrane des accords commerciaux importants à venir entre les deux pays. Et puis, cette déclaration importante, le présent et l'avenir du territoire, de ce territoire, le Sahara occidental, s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Une déclaration qui a valu de longs applaudissements à Emmanuel Macron de ses parlementaires marocains. Qu'est-ce que ça vous inspire ici en plateau, Antoine Bazbou, cette déclaration sur le Sahara occidental ? C'était attendu, c'était la confirmation de ce qu'il avait dit en juillet, et c'est une confirmation solennelle qui s'inscrit dans la dynamique que la France a tracée depuis très longtemps, mais c'est la solennité de cette visite d'État, de ce discours devant le parlementaire, qui est tout de même un discours convenu dans lequel le président a mis l'accent sur tout ce qui est positif, en annonçant également une visite d'État du roi du Maroc en France pour renouveler un partenariat stratégique. Un nouveau cadre stratégique entre les deux pays. Une visite d'État en France du roi. C'est le premier pays hors Union européenne avec un tel engagement, nous dit Emmanuel Macron, envers le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez, Niagalé Bagayoko ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on a assisté à un discours qui a avant tout visé à valoriser le rôle du Maroc, non seulement dans la relation bilatérale, mais plus largement au niveau régional et international. Et ce qui me frappe, c'est que Emmanuel Macron n'a abordé aucun des sujets qui fâchent. Il y a eu uniquement une ou deux phrases, et encore très impressionniste en lien avec l'immigration, parce que c'était quand même une question... Emmanuel Macron qui dit vouloir plus de résultats sur l'immigration. Il en a parlé de manière assez courte, mais il faut rappeler qu'il est accompagné quand même de Bruno Retailleau. Exactement, au Maroc, donc on peut être étonné. Il y a eu aussi une sorte d'en même temps, quelque part, avec ce qui en France pourrait être perçu par certains comme un discours de repentance pour la colonisation, mais également l'évocation du maréchal Lyautey, qui est l'un des grands héros précisément de la pénétration coloniale. Je pense que ce qui était très intéressant, c'est qu'il a joué sur le rôle du Maroc comme médiateur entre l'Europe et l'Afrique en parlant beaucoup de la région. Il a évoqué le Sahel à plusieurs reprises, il a même parlé du Mali en tant que tel, et je me demande s'il n'y a pas une nouvelle stratégie française qui va viser à s'appuyer sur le Maroc, dont l'orientation africanisante de sa politique étrangère est l'un des grands traits depuis le début du règne du roi Mohamed VI, pour être médiateur entre la France et ces pays africains qui sont plutôt en rupture de banc avec elle pour l'instant. Je propose quand même de revenir sur ce qu'il a dit à propos de l'immigration avec notre invité Abdellah Tourabi, qui est journaliste marocain, chroniqueur pour le magazine Tel Quel. On a entendu Emmanuel Macron à la tribune. Il a parlé de manière assez brève de la question migratoire. Est-ce que ça laisse espérer de nouveaux laissez-passer justement entre la France, le Maroc et la France plutôt ? Oui, je pourrais imaginer que ça pourrait régler ce problème. Mais vu du Maroc, c'est pas la question la plus importante. J'imagine que la question d'immigration, de la lutte contre le terrorisme, contre le banditisme, ce sont des questions qui obsèdent un tout petit peu en France, qui sont des questions qui sont importantes, mais vu du Maroc, c'est pas la question la plus importante. Je pense que le destinataire de cette partie du discours de Macron a été l'opinion publique française et la politique française. Vu du Maroc, bien sûr, c'est une question qui est très importante et ça a toujours été au cœur d'une partie des relations entre le Maroc et la France, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le banditisme et évidemment la question de l'immigration. Mais je ne pense pas que côté marocain, je ne pense pas que le titre ce soir ou demain vont annoncer comme étant la question la plus importante abordée dans le discours du président Macron. Je pense que c'est la question de la souveraineté du Maroc sur le Sahara a été la chose la plus attendue. Je vous rappelle juste qu'il y a 3 semaines, et c'est un fait qui est assez rare, lors de l'ouverture de la session parlementaire de l'automne, le roi, dans son discours, a réservé quasiment toute l'allocution, tout le discours à la question du Sahara. Et le président Macron a été applaudi il y a 3 semaines au Parlement maroc à l'évocation de son nom par le roi Mohamed VI.
Mais sur la question des migrations, voilà, c'est beaucoup plus le destinataire et l'opinion publique française et non pas l'opinion publique marocaine. Merci. Jean-Marie Hett, c'est ce que vous retenez, vous aussi, de ce discours, la position affirmée d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental? Oui, absolument. Je crois que ce qui a été dit, j'abonde dans le même sens. Mais il faut aussi dire que c'était, d'une certaine manière, incontournable. Évidemment, on ne pouvait pas le prévoir à l'avance, mais incontournable, parce que je rappelle quand même que le roi a hautement fait savoir que désormais, c'était la pierre angulaire de tout projet nouveau et que ça passerait exclusivement par cela, après que 112 autres pays aient soutenu la démarche du Sahara occidental marocain en tant que tel. Et si on veut passer à des accords, on ne peut pas passer à côté de ce point-là. Et je crois qu'il l'avait dit de façon très ferme. Et si on veut mettre en œuvre tout ce qui a été dit par rapport aux accords qui ont été signés et ceux qui veulent pouvoir se développer, ça devenait incontournable. Mais évidemment, on ne pouvait pas s'en douter avant. En tout cas, ça me paraît très important que ça ait été dit hautement et fortement. Dans les couloirs, on parlait même de l'ouverture d'un consulat général à Laayoune dans les prochains temps. Il n'en a pas fait état, mais on peut l'imaginer. C'est en lien avec le développement. Le consulat général n'est pas anodin. Enfin, je parle à des experts en la matière, mais je crois que c'est important. Par rapport à l'immigration, il est vrai que côté marocain, ce n'est pas le premier point, mais il faut savoir que pendant toute cette période des 3 années et même au-delà, les travaux entre la France et le Maroc n'ont pas cessé. Que ça soit le développement économique avec les grandes entreprises, ils ont été ralentis, mais n'ont pas cessé du tout. Et que ça soit la question migratoire, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas le Maroc pour la mise en œuvre de sa flotte adaptée à cela, des moyens qu'il touche pour le faire, la question migratoire serait encore autrement. Donc c'est l'aborder différemment, et l'aborder différemment au-delà du Maroc, puisque le Maroc doit devenir ce pont qu'il évoquait, ce hub qu'il a convoqué lui-même, entre l'Afrique et l'Europe et entre l'Afrique et la France. On l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter. Voilà, et Emmanuel Macron qui quitte à l'instant le Parlement marocain. Vous allez peut-être le voir sur ces images en direct de la capitale Rabat. Jannick Halimi, un dernier mot peut-être. Comment est-ce que vous analysez ce discours, les mots qu'a choisi Emmanuel Macron? Je vais aller très vite parce qu'on n'a pas trop le temps et son discours était évidemment très long comme on a l'habitude. Moi, évidemment que je suis d'accord avec tous les experts qui sont sur le plateau et je suis notamment d'accord avec Abdellah Tourabi qui est le journaliste au Maroc. Je pense qu'au-delà, encore une fois, de tout ce qui a été dit, notamment sur le Sahara occidental, etc., on a vu un Emmanuel Macron parlant plus que jamais aux Français. Il est à l'étranger, il parle aux Français, c'est souvent le cas, mais d'autant plus aujourd'hui, encore une fois, que son espace politique en France est extrêmement exigu et il parle aux Français à travers différents éléments. Mais ce qui manque, et ce qui fait que c'est extrêmement, sinon narcissique, en tout cas franco-centré, c'est qu'il ne parle pas, ou très peu, lui qui voulait parler géostratégie, de la poussée dans tous les domaines de la Chine, de la Russie notamment, et puis de l'Inde et d'autres pays comme ça de puissance des BRICS, du fameux Sud profond, qui est quand même un challenge et un défi extrêmement important dans tous les domaines en Afrique. Et puis aussi et surtout, il a parlé de la France, mais pas de l'Union européenne. Et c'est quand même sur le champ international que l'Union européenne doit s'affirmer et qu'elle peut être vraiment une puissance le mot de la fin. réelle. Merci beaucoup. Jannick Halimi, merci beaucoup. À vous, nos invités en plateau, Niagale Bagayo.